Bonjour à tous, on se retrouve pour un de nos entretiens avec Félix Marcard. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ouria Bouteldja, essayiste, militante décoloniale. Bonjour Ouria, bonjour Félix. Bonsoir Alexis. Alors, peut-être Félix, veux-tu présenter notre invité? On connaît Ouais. évidemment peut-être certains de ses livres, mais avant de lancer le débat, expliquer qui est Ouria et pourquoi elle est là aujourd'hui avec nous. Ouais, alors en quelques mots, bonsoir Ouria, très heureux de t'avoir à nouveau. J'espère que ça va devenir une sorte de gymnastique hebdomadaire peut-être. En attendant, très heureux de t'avoir aux côtés d'Alexis. Ouria a cofondé le Parti des indigènes de la République au début des années 2000. Son militantisme ensuite l'a mené de plus en plus à écrire, et donc elle a écrit en 2016 Les Blancs, les Juifs et nous, qui a fait énormément de bruit, et puis ensuite Beauf et Barbare en 2023, Le Paris du nous, et depuis un texte collectif sur l'instrumentalisation de l'antisémite. Pardon, on m'appelle et j'annule, voilà, sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme, sujet ô combien ô D'actualité. combien Ouais. d'actualité, pardon, voilà, merci, je cherchais le terme, merci, merci Alexis. Peut-être, Ouria, comme première question, donc on va bien sûr parler de 2027, puisque quelque part, dans Beauf et Barbare, le Paris du nous, tu poses une vision qui est celle du patriotisme internationaliste, qui est une tentative de joindre des forces qui ne sont pas forcément, enfin qui sur le papier peuvent être alignées, mais qui ne le sont pas toujours du tout dans la réalité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, je pense, et à droite et à gauche, estiment que c'est dans cette direction-là qu'il faut qu'on se projette, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'alternative. Il n'y a personne qui puisse proposer quelque chose de plus intéressant que cela. Mais avant qu'on en arrive à ça, et à aujourd'hui et à demain, je voulais te poser une question sur la stratégie initiale du Parti des indigènes de la République. J'ai appris, moi, en tant qu'anglo-saxon, que le terme indigenous en anglais n'est pas du tout péjoratif. Apparemment, en français, ça l'est. Donc, et c'était à dessein que vous l'avez employé à l'époque. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'est le début c'est le début d'un moment où les gens se rendent compte que tout le monde est antiraciste, mais que c'est du théâtre. Et que donc, il faut, pour remédier à cela, pour avoir des vraies conversations sur le racisme structurel dans lequel nous baignons, il faut mettre les pieds dans le plat. Et c'est un peu ce que vous avez fait à l'époque. Et donc, ma première question, c'est tout simplement, je me rappelle d'un bouquin qui était sorti, je crois, peu de temps avant que vous lanciez ça, qui s'appelait Racism Without Racists, d'Eduardo Bonilla, donc le racisme sans raciste. Et donc, quelle a été votre stratégie à l'époque pour justement pour mettre les pieds dans le plat? C'était quoi le propos avec le pire? Merci de commencer d'emblée par une question de type stratégique, parce que je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans le débat public. On est beaucoup dans la théorie, beaucoup dans l'idéologie, très peu dans la stratégie. Nous, en tant qu'organisation politique et militants politiques, pour nous, la stratégie, c'était quelque chose de fondamental. Et on a commencé, dès le départ, dès qu'on a commencé, on a dit la chose suivante, c'en est fini des associations couscous merguez, on va faire les choses un peu au sérieux, c'est-à-dire qu'en fait, là où l'immigration postcoloniale était confinée aux associations locales, à l'aide aux devoirs, à être en fait des espèces de pompiers de toutes les trahisons sociales de l'État, et en fait d'être un peu des gens qui sont là dans l'urgence sociale pour aider. Nous, notre objectif dès le départ, ça a été de dire on va en finir avec ce rôle auquel nous sommes assignés
et on va faire de la politique, on va rentrer dans le dur. Par conséquent, depuis le départ, nous, notre objectif, il était politique. On s'est dit, nous, ce qui compte, c'est le pouvoir, c'est comment atteindre le pouvoir. Et pour atteindre le pouvoir, il faut mettre en place une stratégie. Évidemment, il n'y a pas de stratégie sans théorie politique. C'est-à-dire qu'en fait, sur quoi se base notre action? Sur quelle vision du monde? L'un des points de départ, ça a été effectivement notre bilan de 30 ans d'antiracisme moral, 30 ans d'SOS racisme. Notre bilan, qui n'est pas que le nôtre, qui est celui des acteurs successifs des luttes dites de l'immigration, tous ceux qui se mobilisaient contre les violences policières, contre les crimes policiers, contre les discriminations, contre le racisme, etc., etc. Tous ceux qui ont dénoncé le caractère institutionnel du racisme, mais dans les marges, qu'à partir des marges, eh bien, tout cela nous ont aidés, nous, à comprendre qu'il fallait en finir avec le paternalisme de l'antiracisme officiel, qui finalement est un antiracisme d'État. Pourquoi d'abord il fallait en finir avec cet antiracisme-là? Parce que tout simplement, il ratait sa cible. C'est-à-dire, cet antiracisme moral-là, qui a été subventionné, soutenu par l'État et notamment par les gouvernements socialistes, mais également de droite par la suite, cet antiracisme moral, cet antiracisme d'État, définissait le racisme comme étant circonscrit à l'extrême droite. L'extrême droite, ce sont des racistes, donc c'est eux et seulement eux, ou alors monsieur et madame Dupont. Ouais, des individus blancs, plutôt des classes moyennes, qui ont des sentiments racistes et qu'il faut d'une certaine manière éduquer. Ils auraient une espèce de fausse conscience et il faudrait les remettre dans le droit chemin, mais c'est un racisme individualisé. Eh bien, nous, ces deux conceptions du racisme, pour nous, on les a explosées. On y a mis fin politiquement, théoriquement, en disant la chose suivante. Le racisme est une affaire structurelle. Le racisme est une affaire d'institution. Le racisme est un phénomène historique, c'est un phénomène qui relève du matérialisme historique. En ce sens, ça n'est pas que l'extrême droite, et je dirais même que l'extrême droite est juste une conséquence du racisme structurel qui, lui, est la production directe de l'État capitaliste et bourgeois, qui, de fait, est aussi colonial et impérialiste. Le racisme est une production de cet État dominé par une bourgeoisie capitaliste. Si on ne dit pas ça, on ne dit rien. Quand on sait qu'il est structurel, quand on sait qu'il est systémique, il est hors de question pour nous, ensuite, puisqu'ensuite on parle de stratégie, il est hors de question pour nous de faire peser la charge du racisme sur monsieur et madame Dupont. Pour nous, le problème, ce n'est pas monsieur et madame Dupont. Alors certes, attention, certes, chacun a une responsabilité individuelle. Il ne s'agit pas de gommer la responsabilité de tout individu. Hein, c'est pas ça la question. Mais on ne va pas mobiliser notre énergie politique à combattre monsieur et madame Dupont. Et on va même pas mobiliser notre énergie politique à combattre l'extrême droite. Moi, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je dis que c'est une erreur, et c'est même une erreur aujourd'hui, en partie de l'AFI, de considérer l'extrême droite comme son ennemi principal. Je pense que l'ennemi principal, aujourd'hui, c'est Macron. Il est le fascisateur, et les fascistes sont les produits des fascisateurs. Évidemment que l'extrême droite est un danger mortel. Sauf que si on comprend qu'elle est elle-même le produit de l'État capitaliste, eh bien, c'est l'État capitaliste auquel, c'est à lui que doivent s'adresser nos critiques. Bien sûr. Donc, il faut l'identifier comme étant l'ennemi principal. Et donc, ceux aussi qui le perpétuent. Et aujourd'hui, très clairement, c'est la Macronie. Pas que la Macronie. Au-delà de la Macronie, les prédécesseurs, c'était la droite, la bonne droite française, tout comme on dirait le Parti socialiste, évidemment. Le Parti socialiste est clairement une antichambre du fascisme. Clairement. Donc pour nous, il n'y a
il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Quand on est parti en 2005, on savait pertinemment qui étaient nos ennemis et nous, on les a identifiés. On a dit, nos ennemis, c'est le PS, la droite et l'extrême droite. D'accord? Comme perpétuateur des intérêts de la bourgeoisie capitaliste au sein de l'État. C'est ça nos ennemis. Ben, c'est ce que j'appelle le parti unique, et c'est très bien résumé, c'est-à-dire c'est celui du statu quo, de l'ordre ante, des préférences bourgeoises systématiquement, et on le voit aujourd'hui. Alors, il y a une multiplication de candidats dans ce bloc du parti unique, appelé bloc central ou quoi que ce soit. Mais aucun discours, en fait, pour revenir justement sur cette thématique de la fascisation. Tout le monde accepte les lois de plus en plus scélérates d'Emmanuel Macron, de censure de la parole libre. Tout le monde accepte aussi ce racisme d'atmosphère. On le voit quand un gamin de 14 ans se fait menotter parce que il jouait avec un pistolet à eau à côté du canal Saint-Martin. Certains applaudissent et trouvent ça formidable. On a vu lors de l'élection de Bali Bagayoko à la mairie de Saint-Denis, là aussi sur les plateaux de télé, se déchaîner un surmoi raciste totalement décomplexé. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment vous voyez-vous 2027 avec ce parti du bloc bourgeois qui compte bien conserver le pouvoir? Et on voit d'ailleurs Emmanuel Macron essayer de saboter cette élection. Alors, si je suis optimiste, je dirais que là où le mal se déploie, il y a des opportunités historiques et politiques. Il se trouve qu'on est en France, et qu'en France, contrairement à l'Italie, contrairement à l'Allemagne probablement, il y a une force politique qui s'est imposée, mais qui s'est faite elle-même, qui est elle-même la synthèse d'une France qui ne se laisse pas marcher dessus. Alors, une France éclatée, mais une France des luttes quand même, qui depuis, je dirais 2005, sûrement avant, parce qu'en fait, on peut remonter aux grèves de 95, évidemment. J'ai envie d'ouvrir la parenthèse de ce qu'est devenu la France insoumise à partir de 2005, puisque 2005, c'est le vote, le référendum pour la Constitution européenne. Le non a gagné, c'est un non populaire, c'était un non qui a fait la synthèse en fait d'un refus à la fois des classes populaires de gauche et également d'extrême droite, mais grâce à une campagne de gauche a réussi à faire en sorte que le non l'a remporté. C'est un non qui est contre l'Europe, l'Union européenne, et ce non-là a été trahi. Et je crois que c'est ce moment-là qui a été la condition de possibilité d'une gauche de rupture qu'on connaît aujourd'hui. Au début, c'était balbutiant. Il n'en reste pas moins que son leader de l'époque, Mélenchon, a quitté le Parti socialiste à ce moment-là. Je considère que quitter le Parti socialiste, pour moi, c'est un acte politique fort. Alors évidemment, on pourra toujours lui reprocher d'avoir été pendant si longtemps au Parti socialiste. Et moi, je pense qu'il faut le lui reprocher. Mais il faut prendre acte d'une rupture politique qui, elle, va donner naissance à la gauche de rupture. Donc, c'est en fait cette trahison qui est la condition de possibilité d'une gauche de rupture. Mais à elle seule, cet événement ne suffit pas. D'abord, il y a depuis ce moment-là des luttes, des mobilisations de rue ou syndicales qui sont très importantes. On se souvient de la loi travail, on se souvient des gilets jaunes, on se souvient de la loi de la réforme des retraites. Ça, je dirais que c'est une France antilibérale qui se mobilise. Mais il y a en même temps une autre France qui se mobilise, qui est la France des quartiers, qui est la France qui lutte contre le racisme, qui est la France qui lutte contre l'impérialisme. Ça, c'est une autre France qui ne rencontre pas forcément l'autre. Et celle-ci, son acte de naissance, et c'est ça un peu l'intérêt, je dirais, la symbolique intéressante de l'affaire, c'est que cette France-là, elle naît également en 2005. D'abord, parce qu'il y a des émeutes nationales sur tout le territoire français pendant 3 semaines, qui viennent des quartiers,
qui explosent à cause, des violences policières, à cause de l'islamophobie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une mosquée a été canardée. Et que ça a ajouté à la fureur des gens. On a vécu une émeute extraordinaire, au sens inédite, pendant 3 semaines. Ajoutez à cela qu'en parallèle de ces émeutes, quelques mois auparavant, était lancé l'appel des indigènes de la République, qui, lui, est un appel qui, comme je vous le disais tout à l'heure, vient rompre avec le ronron antiraciste qu'on a subi pendant 30 ans et qui dit « Nous, enfants de l'immigration postcoloniale, nous n'avons plus confiance dans la gauche. » Et là, je ne parle pas simplement de la gauche socialiste, attention. Je parle de toutes les gauches. De toutes les gauches. Pourquoi ? Parce que nous venions de subir une campagne depuis le 11 septembre. Elle a commencé avant, mais elle s'est amplifiée avec le 11 septembre, la loi sur les signes religieux. La loi islamophobe qui a exclu des jeunes filles de l'école, dont je disais la semaine dernière à Félix que la gauche a oublié que ces jeunes filles étaient partie prenante, faisaient partie de la classe ouvrière, ni plus ni moins. C'est des enfants de la classe ouvrière que cette loi a exclu de l'école. C'est une loi raciste. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que moi, je l'ai vécu, j'ai vécu ce moment-là. La gauche et l'extrême gauche ont soutenu cette loi. Il faut être honnête, des minoritaires au sein de la gauche, de l'extrême gauche, l'ont réfuté. Mais je dis bien des minoritaires, que ce soit à l'époque la LCR, le Parti communiste ou les Verts, c'était des minoritaires. La dominante dans toute l'extrême gauche, c'était soit le soutien, soit la complicité, avec une loi qui venait de la droite et du PS. D'accord ? Donc nous, ça a été la goutte d'eau d'une certaine manière, mais c'est une goutte d'eau qui vient au bout d'un long processus de désillusion. Ce n'est pas simplement la loi sur les signes religieux, c'est l'histoire ancienne. C'est la complicité de toute la gauche française, et notamment du Parti communiste, avec l'aventure coloniale. C'est le fait que le Parti communiste français n'a pas été à la hauteur de la dénonciation de ce qu'était le colonialisme. C'est sa complicité. Alors, il y a eu des moments dans l'histoire, la guerre du Rif. Un moment dans l'histoire, le Parti communiste, il a été héroïque. Mais sinon, il a soutenu la colonisation. D'accord ? Ensuite, bon, il y a, que ce soit en Algérie, mais en Indochine, je veux dire, c'était la même chose. Il s'est fait quand même, pour le parti qui représentait le prolétariat français, finalement, soutenir son propre prolétariat sur le dos du prolétariat international. D'accord ? Donc, il y a cette longue histoire du colonialisme et il y a le présent néocolonial. Il y a les violences policières qui ne sont pas suffisamment dénoncées par les gauches. Il y a l'islamophobie dont on est complice. Il y a l'anti-impérialisme qui est toujours un anti-impérialisme conditionnel, qui est toujours conditionnel, qui ne prend pas fait et cause pour le coloniser de manière inconditionnelle, etc., etc. Bon, des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Et donc, si on veut, nous qui venons de l'histoire coloniale et qui, pour le coup, avons ce rapport avec la colonisation, avec le racisme, qui avons une sensibilité particulière et qui sommes beaucoup plus radicaux sur ces questions-là, on est confronté à une société civile et politique qui, elle, n'a pas le même niveau d'exigence s'agissant et du racisme et de l'impérialisme et de la colonisation. C'est ça le truc. Donc, il y a une espèce de dissonance cognitive entre eux et nous, et à un moment, ce eux et nous, il finit par avoir une existence réelle, une vraie existence. Et donc, nous, en 2005, on a dit stop, c'est le moment de la rupture. Il faut acter la rupture, il faut l'acter, non pas pour en faire, disons, non pas pour en faire un projet éternel, mais pour
permettre la recomposition de la gauche. Parce que nous, on était très clairs. Nos ennemis principaux sont le PS, la droite et l'extrême droite. Les autres, ceux qui pourtant ont été complices du fait colonial ou du racisme structurel, nous disons que là, il y a un travail à faire parce que c'est aussi là que nous avons nos alliés. Quand on fait des manifestations contre les violences policières, c'est l'extrême gauche qui est là. Quand on fait une manifestation contre l'islamophobie, c'est l'extrême gauche qui est là. Quand on fait une manifestation contre la France-Afrique, c'est encore l'extrême gauche qui est là. Quand on fait une manifestation pour la Palestine, c'est l'extrême gauche qui est là. Par conséquent, ça aussi, nous, on a voulu, d'une certaine manière, le théoriser. Et en fait, il a fallu plus exactement définir notre relation avec cette gauche-là. Et nous avons dit, parce que cette gauche est notre allié privilégié, elle est notre adversaire premier. Et ça signifie quoi concrètement? C'est qu'il allait falloir la combattre. Rupture, donc auto-organisation des non-blancs, des indigènes, parce que cette gauche, il a fallu aussi la nommer comme blanche. Et là, je dis que blanche, pour moi et pour nous, c'est un mot politique qui consiste à dire que cette gauche, qui, de manière prioritaire, défend les intérêts du prolétariat légitime de la nation, c'est-à-dire les Blancs. Si c'est ça qu'elle fait, si c'est ça son travail, c'est qu'elle, elle est blanche, puisque elle défend les intérêts de ce prolétariat blanc en collaboration avec sa bourgeoisie sur le dos de ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait le tiers-monde ou des travailleurs immigrés. Par conséquent, ce nom de blanche, gauche blanche, il est fondé sur ce rapport-là, sur comment dire, l'acceptation du pacte racial, l'acceptation du lien organique qui lie la société politique de gauche avec la bourgeoisie. Certes, il y a une lutte des classes, bien entendu qu'il y a une lutte des classes, mais nous disons, nous les décoloniaux, qu'elle est contre-révolutionnaire dans la mesure où une partie de la rente impérialiste, elle est partagée entre tous. Ça, c'est une lutte des classes contre-révolutionnaire. C'est la raison pour laquelle l'apparition du mouvement décolonial, il vient rebattre les cartes. Il vient dire, on ne peut plus faire confiance à une gauche qui défend prioritairement les intérêts du prolétariat blanc. Il faut s'auto-organiser parce que, évidemment, comme l'a dit Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement. Ça veut dire qu'il faut s'auto-organiser pour devenir une force politique, ou en tout cas imposer un rapport de force, mais en même temps, toujours avoir en tête d'envisager les grandes alliances. Les grandes alliances. Ça veut dire c'est-à-dire que dans la dynamique d'auto-organisation, d'imposition d'un rapport de force, il y a en même temps transformation de la gauche. En même temps transformation de la gauche, parce que quand on vient avec un appareil théorique, qu'on investit le débat politique, l'arène publique, qu'on y va franco, c'est-à-dire en ayant un objectif clair qui consiste à se dire il faut défendre nos intérêts et en même temps penser la question des alliances, d'accord? Eh bien ça nous habitait depuis le départ. Pendant 20 ans, on a fait ça. Pendant 20 ans, on a fait ça, à vrai dire. On a affronté les forces politiques de gauche sur les angles morts. C'est pour ça que nous sommes des décoloniaux, que nous ne sommes pas simplement des militants de gauche, nous sommes des militants décoloniaux, parce qu'à la fois, on combat l'État libéral, évidemment, mais on sait que cet État libéral, il est toujours racialisant. Toujours. C'est pour ça qu'en fait, c'est l'articulation des deux qui fait que, au bout de ce parcours, nous avons donc des forces politiques. Je disais tout à l'heure, attention, ne pas bien se souvenir que je parlais du mouvement social dans son ensemble et de l'avènement de l'antiracisme politique. Eh bien, ces deux parallèles qui, au départ, ne se rencontraient pas, elles se sont de plus en plus rencontrées. Et je dirais que la France insoumise a été le réceptacle de la rencontre, d'une certaine manière, puisque la France insoumise, elle comprend qu'il faut faire l'unité populaire et qu'on ne peut pas mettre
et qu'on ne peut pas parler qu'à une fraction des classes populaires, mais qu'il faut parler à toutes les fractions des classes populaires. Pour ce faire, il n'y a pas de projet antilibéral, sans l'articulation avec l'abolition du racisme. C'est pas possible. Donc il faut rompre le pacte racial. Je ne dis pas que la France insoumise a rompu le pacte racial, puisque pour l'instant, on est toujours dans quelque chose de systémique et donc d'organique. Il n'en reste pas moins que le fait d'avoir brisé le consensus islamophobe, brisé le consensus sioniste et impérialiste par conséquent, brisé le consensus policier et sécuritaire, briser les trois consensus, plus l'articuler avec un projet antilibéral, ça, c'est la condition de l'unité des beaufs et des barbares. C'est là où on en est à peu près aujourd'hui. C'est là où alors justement, quand vous commencez vous commencez par la rupture, vous commencez par dire merde, en fait, on va arrêter d'avoir cette conversation qui sert à rien parce qu'en fait, elle prétend s'emparer de sujets dont en fait elle refuse, elle ne peut pas structurellement s'emparer puisqu'elle ne veut pas en réalité s'en emparer. Il y a ce temps qui passe, qui permet à beaucoup de vos idées de percoler avec beaucoup de gens. La France insoumise devient le réceptacle de cette alliance. Et aujourd'hui, on a quand même un contexte un contexte planétaire qui semble également aller vraiment dans le sens de ce que tu pointes du doigt quand tu parles de patriotisme internationaliste. C'est-à-dire il y a encore quelques années, peut-être même quand tu publies Beauf et Barbare, le pari du nous, on voit déjà se dessiner la puissance des BRICS est déjà là, etc. Mais on vient de passer, on est en plein dans un rebattage de cartes planétaire avec une émergence de plus en plus affirmée d'un monde multipolaire et de la fin de l'hégémonie occidentale sous leadership américain. Et donc, ma question peut-être par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu vois est-ce que tu penses que ce contexte rend l'idée du patriotisme internationaliste, et peut-être tu peux le définir un peu plus pour nous, c'est une réponse à quoi? Tu parles de l'État racial intégral, donc peut-être explique-nous ce concept-là. Mais est-ce que là, on a une sorte d'alignement stellaire parfait en amont de 2027? Alors en fait, le patriotisme internationaliste, c'est une idée effectivement que j'ai mise en avant l'année dernière dans un événement qui s'appelait Faire Bloc, Faire Peuple, parce que ma réflexion est la suivante. Je trouve que l'AFI a beaucoup progressé sur la question des non-blancs, des quartiers, etc., etc. Je pense qu'elle va dans la bonne direction. Elle a compris l'importance de rompre le pacte racial. En revanche, mon inquiétude, c'est qu'elle n'en fasse pas assez auprès des classes populaires blanches. Je pense que là, il y a une lacune. Je pense que miser sur les classes moyennes blanches, sur, disons, les citadins, la gauche déjà existante, le peuple de gauche qui est déjà existant, ça me semble non seulement problématique pour créer une hégémonie, mais ça me semble injuste. Je trouve que la pire des choses serait d'avoir du mépris vis-à-vis des laissés pour compte, qu'ils soient blancs ou pas, mais là en l'occurrence je parle des blancs, et à qui on offre justement, à qui on a toujours offert justement le pacte racial. Il me semble, je disais tout à l'heure que je trouvais pas normal de faire peser sur les petits blancs, entre guillemets, mais quand je dis petits blancs, il n'y a pas de mépris, comme je dis barbare, etc. Ce sont des mots qui sont un peu provocateurs, mais
Je ne suis pas dans le mépris, je suis simplement dans la description d'un fait social qui est qu'il y a les grands blancs qui sont les bourgeois et ceux qui sont en dessous, c'est les petits blancs. Sinon, voilà. Je trouve que c'est pas normal de faire peser sur les petits blancs la charge totale du racisme. Ça, c'est ça. Cela étant dit, il est évident que les petits blancs ayant été accouchés par l'État racial, évidemment colonial, etc., il est évident qu'ils sont tous traversés par des sentiments de type raciste. C'est une évidence. C'est la production, toutes les sociétés fondées sur la distinction raciale produisent ce genre d'affect. Maintenant, nous, les décoloniaux, nous savons une chose, c'est que ce qui est fait par l'histoire peut être défait par l'histoire. La blanchité est un phénomène historique qui a débuté à un moment de l'histoire qui n'a pas toujours existé. Les Blancs n'ont pas toujours été des Blancs. Les Gaulois n'étaient pas des Blancs, par exemple. Les Gaulois ne sont pas des Blancs. Parce que la catégorie de Blancs est née avec le moment colonial, avec l'expansion coloniale avec la soi-disant découverte des Amériques, avec la construction des États capitalistes racialistes et la spoliation. D'accord ? Donc, le code noir, le code de l'indigénat, etc., la déshumanisation de tous ceux qui allaient à la fois être spoliés, déshumanisés, surexploités. C'est à ça que sert la technologie de la race. Hein. De la même manière que la classe, c'est aussi une technologie d'exploitation. Le genre est une technologie d'exploitation dans le régime capitaliste. La race en est une parmi les autres. Donc, il y a une surexploitation des non-blancs en régime capitaliste. Ni plus ni moins. Et là où il y a exploitation, il y a ceux qui en profitent et ceux qui sont lésés. À l'intérieur des États capitalistes avancés, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie, il y a partout développement des rapports de type ratio, toujours, pour différencier les populations sur le marché du travail. Et donc, à des fins de surexploitation, à des fins de profit. C'est une évidence. Ceux qui en profitent à l'intérieur des États-nations, c'est le corps légitime de la nation. C'est les Blancs. Les Blancs dans leur entièreté. Mais ça n'est pas un phénomène individuel, c'est un phénomène collectif. Et c'est ça le pacte racial avec la bourgeoisie. C'est ça. Ça permet une stabilité et ça permet, en réalité, c'est une garantie contre-révolutionnaire. Ceux qui profitent de ce pacte, ils n'ont aucune raison de faire la révolution. Aucune. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, c'est ça la relation raciale. Donc, c'est pour ça qu'il faut y mettre fin. Ayant dit tout cela, c'est-à-dire que je suis absolument lucide sur ce qu'est la blanchité. D'accord ? Pour autant, c'est un fait d'histoire. C'est un fait d'histoire. Ça n'est pas quelque chose de naturalisable et c'est quelque chose qu'on peut faire disparaître. Avec, évidemment, un projet politique. Ça va de soi. Eh bien, dans ce projet politique, il faut avoir suffisamment de générosité dans son cœur pour se dire qu'il faut aller dans les territoires où précisément il y a des populations qui peuvent être attirées par l'extrême droite. Ça veut dire qu'il faut faire une proposition plus attrayante, plus désirable que celle de l'extrême droite. Mais pour cela, encore faut-il ne pas les mépriser. Pour cela, encore faut-il leur parler avec respect. Pour cela, encore faut-il les écouter, les entendre. Il y a des millions de gens qui sont des indécis, dont on ne peut pas dire d'avance qu'ils sont de gauche. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui ne votent pas qui peuvent être attirés par l'extrême droite. Eh bien, moi, je dis que un travail révolutionnaire, sincère, est un travail qui doit aller dans ces territoires et discuter avec les gens. Il se trouve, et ça, je le dis d'un point de vue... Alors là, il faut que vous compreniez que moi, je suis une indigène de la République. Moi, je suis d'origine algérienne. Je n'ai aucune amitié, aucune, pour un drapeau qui a participé au génocide des miens. Aucun. Le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est ce qu'il a fait. Donc moi, personnellement, je m'en méfie. Mais il se trouve que, étant une militante politique, je ne m'arrête pas à une définition naturalisée du drapeau.
Parce que le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est aussi la Révolution française. Donc moi-même, je suis confrontée aux ambivalences de ce drapeau. Je ne peux pas l'enfermer et dire le drapeau bleu, blanc, rouge, ce n'est que Marine Le Pen, la guerre d'Algérie, les massacres au Cameroun. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Et ça, tout le monde doit le savoir et tout le monde doit l'assumer. Tout le monde doit le reconnaître. Mais c'est aussi la Révolution française, c'est la Commune de Paris, il y a une légitimité. Et c'est pour ça que là, il faut parler des contradictions et des ambivalences. Alors... Il y a une légitimité de tout à chacun d'aimer son pays. Une légitimité. Il y a une légitimité à des formes de patriotisme. On a le droit d'aimer ses traditions. On a le droit d'aimer son terroir. On a le droit d'apprécier, de vivre dans un environnement familier. C'est-à-dire, on a le droit d'avoir peur de la mondialisation, de ce qu'on appelle la mondialisation, à condition, nous, en tant que militants pays, de bien savoir de quoi on parle. La mondialisation, je parle de la mondialisation capitaliste qui, effectivement, exploite tout et n'importe quoi, et effectivement, soit déshumanise et déculturalise. D'accord ? Si c'est le fruit, c'est l'acculturation, c'est aussi c'est beaucoup à cause du libéralisme. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses, c'est que moi je refuse de jeter le bébé avec l'eau du bain, et je reconnais à tout un chacun le droit à son histoire, à ses affections particulières, à sa sensibilité particulière, à l'amour de son environnement, à l'amour de sa langue, à l'amour de ses traditions, à l'amour de sa région, de son pays, de sa religion, de ses mythes, de ses croyances. Ça, je crois qu'il faut le réhabiliter. Et je crois, ayant dit tout cela, ça ne veut pas dire qu'il faut parler de manière paternaliste. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complaisant vis-à-vis du racisme et des autres formes d'exploitation. Non. Ça, je ne crois pas. Mais je crois qu'il faut avoir un langage clair, non paternaliste, qui consiste simplement à politiser, à rendre, à rendre compréhensible la condition des populations qui sont soit paupérisées, qui sont déclassées, etc., qui sont méprisées en France. Il faut la rendre intelligible. Ça veut dire qu'il faut politiser la raison pour laquelle on en est là. Mais justement, il y a une des raisons qui est un peu l'éléphant dans la pièce et dont on parle trop rarement, qui est aussi un projet colonial, c'est l'Union européenne, qui est devenu un projet politique et qui est un projet qui est vraiment contraire à l'intérêt du petit blanc, puisqu'il y a une volonté, et là c'est plutôt du côté slave, hein, on voit cette volonté de guerre maintenant qui se profile face à la Russie dans une nouvelle guerre néo-impériale, alors qu'on n'en a pas les moyens. En quoi aussi ce projet décolonial doit lutter contre ce projet européen qui est absolument délétère pour ce que vous venez de dire, c'est-à-dire son attachement à son pays, à sa culture, et aussi, surtout, qui est un projet financier avant tout, ce projet européen. Ah ben c'est l'union des grandes bourgeoisies, c'est l'union des bourgeoisies nationales. Pour moi, c'est très... Et atlantiste. Très clairement, l'antithèse du projet communiste qui disait prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est bourgeois de tous les pays, unissez-vous. Pour moi, c'est extrêmement clair. Hein. Donc, ça, c'est un. Deux, effectivement, ma proposition de patriotisme internationaliste, elle consiste à quitter l'Europe. Moi, je suis extrêmement claire. Parce que justement, c'est un Frexit, c'est-à-dire chaque pays devrait en finir avec l'Europe. Revenir aux frontières nationales de chaque pays. Pour moi, j'appelle ça le Frexit décolonial, c'est ça. Alors, je m'explique et je m'appesantis là-dessus parce qu'un Frexit est toujours vu comme, disons, une régression soit fasciste, soit réactionnaire. Moi, je dis que c'est le contenu politique qu'on met dans le projet qui définit quel Frexit on aura. Évidemment que je suis contre le Frexit d'Angleterre, qui est un Frexit de droite.
mais je serai pour un Frexit de gauche et décolonial. Quel est le projet? C'est ça qui compte avant tout. Je reviens sur, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, à juste titre. L'Europe, c'est une dépossession. C'est une dépossession. C'est avant tout la dépossession de la souveraineté nationale et populaire. Et populaire. Donc, en fait, effectivement, un truc très con, on veut, on habite dans une zone périurbaine, on veut un hôpital de proximité, l'Europe nous l'interdit. Ça veut dire qu'on n'a plus de souveraineté sur nos propres vies. Bon. Alors moi, je vous disais tout à l'heure que je refuse toute forme de paternalisme. Je vous disais également que je pense que, vu cette longue histoire du racisme, il y a peu de chances de rencontrer dans les campagnes des gens qui seraient antiracistes, profondément antiracistes et décoloniaux, j'y crois pas. D'accord ? Donc, moi, mon projet, ce n'est pas d'aller voir les habitants des zones périurbaines et leur tirer les oreilles, comme ils ont fait pendant des années, touche pas à mon pote, c'est pas bien le racisme, etc. Pas du tout. Moi, je ne suis pas là pour faire des leçons de morale, parce que je ne crois pas que le racisme, on le combat avec un projet moral. Pas du tout. Je sais que les petits blancs dont je parle, mais nous tous, hein, mais les petits blancs en particulier, c'est eux qui aussi ont voté massivement pour le non à l'Europe. Les petits blancs sont soucieux de leur souveraineté et souffrent du fait justement d'être dépossédés. Et moi, je sais que c'est à cause de l'Europe. D'abord parce qu'ils l'ont exprimé eux-mêmes en votant, mais on sait qu'aujourd'hui, dans les sondages, il y a toujours une forte hostilité vis-à-vis de l'Europe. D'accord ? Donc moi qui suis décoloniale, moi qui suis anti-impérialiste, il se trouve qu'un anti-impérialiste décolonial et défendant les intérêts des classes populaires non blanches, je sais que l'Europe, elle est libérale et donc contre nos intérêts généraux, à nous tous, toutes les classes populaires. Mais en plus, elle promeut, c'est en son sein que s'épanouit le fascisme. On nous a dit, oui, l'union de l'Europe, c'est forcément un bouclier contre le fascisme. On voit que le fascisme n'a jamais été aussi épanoui, aussi florissant que depuis l'existence de l'Europe. Donc, il y a un fascisme qui galope, donc c'est contre mes intérêts. Cette Europe-là, elle est impérialiste. Et en plus, depuis Schengen, on n'a jamais vu autant de migrants mourir en mer. Que ce soit à la Manche, la mer de la Manche, ou en Méditerranée. Donc, le militant décolonial anti-impérialiste et anti-libéral est contre cette Europe-là, et il se trouve que cet intérêt-là converge avec l'intérêt des classes populaires blanches. Donc, vous voyez bien que je ne suis pas dans la moraline. Je suis en train de dire, nous avons des intérêts communs, et il faut y aller à fond. Il ne faut pas hésiter. Alors oui, moi, je suis absolument pour le retrait de cette Europe-là. D'accord ? Ayant dit tout cela, si tant est qu'on arrive à construire une hégémonie anti-européenne, on n'en est pas là. Imaginons qu'on y réussisse. On revient dans le territoire national. Moi, je suis une indigène. Je n'ai pas confiance dans la nation. Dans cette nation-là. Ce n'est pas la nation abstraite. C'est la nation qui est née de 400 ans de colonisation. Donc, avec une bourgeoisie qui ne va pas disparaître. Donc, dans cette dynamique de retour dans les frontières de l'État-nation, il est évident qu'il faut poursuivre un combat internationaliste. C'est-à-dire un patriotisme qui consiste à récupérer sa souveraineté populaire adossé à un projet internationaliste, c'est-à-dire un dossier anti-impérialiste. Et qui dit anti-impérialiste dit nécessairement qu'il consiste à combattre l'intérêt des bourgeoisies nationales. C'est ça que ça signifie. Sinon, on continue d'être dans un projet national chauvin. Et ça, c'est pas possible. Internationaliste, juste pour terminer, a été vu et perçu comme un concept fumeux parce qu'on ne peut pas être à la fois patriote et internationaliste. Je dis, moi, qu'on est internationaliste que bon patriote. Oui, mais c'est exactement ça.
ne vois pas, parce que je pense qu'il faut nous-mêmes, je veux dire, à l'intérieur d'une société donnée, il faut bien qu'on ait un pouvoir sur nous-mêmes. Et j'ajoute qu'historiquement, et contrairement à ce qui est dit, la souveraineté populaire a toujours été beaucoup plus patriote, enfin, le peuple a toujours été beaucoup plus patriote que ne l'ont été les bourgeoisies. Les bourgeoisies, Bien sûr, elles ont toujours été. Ouais. Elles ne font que trahir en vérité. Bah, bien sûr. Possibilité, elles trahissent au nom de leurs intérêts contre les intérêts populaires. Donc évidemment que l'objectif au final, il ne s'agit pas d'être incarcéré dans des formes de nationalisme étriqué, il s'agit au contraire d'en sortir tout en ayant la fierté d'être ce que nous sommes collectivement, tout en revendiquant la fierté de nos identités collectives et qui ne doivent pas être des identités exclusives. Je ne suis pas moi que algérienne et je dirais que plus je fais ma vie en France, moi je le suis. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai grandi en France, donc je suis très peu algérienne au sens sociologique du terme. Je le suis au sens historique du terme. Je suis parce que je suis politiquement une Algérienne. Je ne veux pas oublier d'où je suis, je ne veux pas oublier qui m'a libérée, et ce sont les militants anticolonialistes de mon pays d'origine qui ont fait de mes parents des Algériens, qui les ont libérés du statut de l'indigène, précisément. Et donc, moi, ici, j'aurais du mal à dire « je suis algérienne ». J'ai des doutes sur mon algérianité, j'ai des doutes sur mon arabité, j'ai des doutes sur mon islamité, je l'ai dit la dernière fois. J'ai des doutes sur ma francité. La seule chose sur laquelle je ne doute pas, et c'est malheureux, c'est sur ma blanchité. Je ne doute pas de ma blanchité. Parce que ça, c'est quelque chose de concret. Parce que ma blanchité, mon blanchiment, lui, il est fondé sur des rapports politiques, impérialistes et sociaux. Donc là, je ne doute pas de ma blanchité. Et c'est ça le problème. Et c'est notre problème collectif. Notre problème collectif. Sous la blanchité, nos blanchités, il y a des humains qu'il faut reconquérir, qu'il faut redécouvrir. C'est ça le pari du nous. C'est ça le pari de l'amour révolutionnaire. Tout à l'heure, tu as parlé de comment le macronisme est en fait le premier manufactureur, le premier fabricant de l'extrême droite. Et quelque part, l'Union européenne joue un petit peu le même rôle. Donc en fait, quand les gens disent qu'ils sont internationalistes et qu'en réalité, ils fondent un internationalisme élitaire, en fait, ils font le contraire de ce dont on a besoin, ils font le contraire du patriotisme internationaliste que tu décris et que tu appelles de tes voeux. Et moi, ce que je trouve très intéressant sur l'alignement des étoiles que je décrivais tout à l'heure avec ce projet au niveau de la présidentielle française de 2027 et ce qui est en train de se passer à vitesse grand V dans l'évolution des rapports entre des États qui sont, encore une fois, dans un monde qui est de plus en plus multipolaire et dont on constate la multipolarité de plus en plus à l'œil nu, elle se dessine de plus en plus à l'œil nu. Ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est qu'on a là une autre raison pour lesquelles même des gens qui, en gros, n'en ont rien à foutre du racisme, qui disent « écoutez, moi, c'est pas mon combat, voilà, j'aime pas qu'on me dise que je suis raciste, j'ai pas envie de m'occuper de ça. En revanche, je suis très anti-européen, je veux m'occuper du terroir, je veux m'occuper de ce qui se passe autour de moi, de ma famille, de mes us et coutumes, de ma gastronomie, etc. » Et je vois un truc, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin que la France puisse s'affirmer d'une part de cette manière-là, enfin, je veux pouvoir m'affirmer de cette manière-là, et je veux également que la France puisse avoir des rapports apaisés avec le reste du monde et ce monde multipolaire qui émerge. Et moi, ce que je trouve très fort dans cette proposition de patriotisme internationaliste, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, les seuls qui sont capables de promettre avec une once de crédibilité et de légitimité des rapports
qui vont aller vers un certain apaisement avec le reste du monde, notamment les pays qui sont les anciennes colonies, notamment le monde majoritaire, le Grand Sud, c'est les gens qui sont capables de dire, en fait, il y a une réalité indéniable sur le passé de la France depuis 500 ans, sur le passé de l'Occident depuis 500 ans, sur voilà, il faut qu'on regarde les choses en face, il faut qu'on regarde ce qu'a été la guerre d'Algérie, il faut qu'on regarde ce qu'a été la colonisation, il faut qu'on regarde le fait, je voyais là tout à l'heure un sujet sur le fait que le dernier zoo humain en France, c'était pas, contrairement à ce que je pensais, un truc il y a 100 ans ou moins de 100 ans à Paris, c'était le village Bamboula il y a 30 ans à Paris. Les années 90, ouais. Voilà, enfin bon, c'est... Voilà, si on n'a pas des gens qui sont capables de dire ça, de mettre des mots là-dessus, à la tête, en fait, la France ne pourra pas exister de manière sereine, ou en tout cas tendre vers une certaine forme de sérénité si elle n'est pas capable de reconnaître ces choses-là. D'autant moins si elle si elle ne fait plus partie du grand tout bourgeois européen. Et donc, moi, c'est vraiment ça qui me parle, enfin, qui me semble être comment dire, l'arme fatale, en fait, pour les souverainistes de gauche, enfin, pour LFI et les souverainistes, d'où qu'ils soient, c'est de dire, en fait, la seule chose qui nous permette de reprendre la France en main de manière sérieuse et crédible et plausible, en fait, c'est cette grande alliance-là. Yes. Je sais que je n'ai pas posé de questions, mais voilà, je voulais savoir si tu avais quelque chose à développer. Avec lequel on est d'accord. Ouais. Ça demande quelque chose comme une espèce de révolution culturelle. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, les opportunités pour cette révolution culturelle, elles existent parce que là, on vient de vivre un épisode caniculaire absolument horrible qui oblige en réalité à se poser des questions sur le modèle économique qui régit ce monde-là. On est obligé de s'interroger sur nos modes de consommation. On est obligé de s'interroger sur l'avenir de nos enfants. On est obligé de remettre en question profondément la manière dont on a été administré pendant si longtemps avec notre complicité, parce qu'on a été complice de tout ça. On a laissé des politiques à la fois gérer nos vies, mais je dirais qu'on l'a fait de manière non innocente. On n'est pas des innocents dans cette histoire. Je pense que les peuples des occidentaux, des pays occidentaux, en fait, ont quand même une conscience assez fine de leurs intérêts, et tant que ça allait pour eux, la spoliation du monde, elle pouvait continuer. Je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a des crimes coloniaux et des grands crimes de guerre. Je veux dire, la déstabilisation du monde, elle a lieu aussi parce que nous avons des besoins sociaux qui sont exorbitants par rapport au reste de la planète. Exorbitants. Nous coûtons trop cher. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des guerres. Bien sûr. Donc, en fait, il y a quelque chose de notre responsabilité qu'il faut interroger. Donc, c'est pour ça que je parle de révolution culturelle. Il ne s'agit pas simplement de dire « ouais, c'est Macron ». Non. Le lien organique dont je parlais tout à l'heure entre la société civile, la société politique et l'État capitaliste, c'est comme ça que tiennent nos sociétés. Bien sûr. C'est comme ça qu'elles tiennent. Donc, la question de la souveraineté, notre souveraineté à nous, elle doit se poser avec la question de la souveraineté des peuples du Sud. Il n'y a aucune raison, nous, d'obtenir une quelconque souveraineté si on n'exige pas la souveraineté de tous les peuples du Sud. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire de tous les pays d'Afrique, de tous les pays d'Asie, tous ceux qui vivent encore sous la coupe
du système capitaliste international qui aspire vers nous toutes les richesses du monde. Bah ça, c'est plus possible parce que c'est aussi notre mode de vie qui empêche la souveraineté des peuples du Sud. Et c'est toujours l'éléphant, le serpent qui se mord la queue, puisqu'on verra toujours débouler chez nous des dizaines et des centaines de milliers de migrants, puisque nous faisons partie de ceux qui posons les conditions de leur départ. C'est parce qu'on les a spoliés, c'est parce qu'on a piqué leurs ressources, c'est parce qu'on a rendu leur vie invivable qu'ils partent. Bien sûr. Ah bah oui. Donc, c'est insoluble. Moi, par exemple, je préfère largement que les gens restent chez eux. Mais très largement. À commencer par mon père. Mon père, il n'est pas venu travailler en France alors qu'on venait d'obtenir l'indépendance algérienne. Il n'est pas venu de bon cœur dans un pays hostile. Ce n'était pas un kiff. Bien sûr qu'il aurait préféré rester chez lui. Sauf que l'Algérie, elle a été détruite. Elle a été détruite. Et ce n'est pas une indépendance qui va reconstruire l'Algérie du jour au lendemain. Non seulement elle a été détruite, mais ceux qui sont venus et qui ont pris le pouvoir, d'une certaine manière, se sont inscrits dans le système mondial et sont les relais du capitalisme mondialisé. Donc, ils sont les premiers traîtres à l'indépendance de l'Algérie. Donc, ça peut pas aller mieux. Ça peut aller que de pire en pire. Donc là, on est devant un tournant historique, une charnière, qui fait qu'en fait, ça passe ou ça casse. On est trop nombreux sur Terre pour imaginer qu'on a mangé notre pain blanc, c'est terminé. On est d'accord que c'est terminé. On le voit bien d'ailleurs par le fait que ce qui nous était présenté comme des acquis démocratiques, le voter, la liberté d'expression, tatitata, on voit bien que tout ça est en train de nous être retiré. Ouais. Mais parce que nos propres bourgeoisies n'ont même plus les moyens de nous rémunérer symboliquement. Même plus, ils n'ont plus ces moyens-là. Donc c'est pour ça qu'on est devant la réalité laide telle qu'elle est. Donc c'est à nous aujourd'hui de faire les bons choix. Il faut identifier son ennemi. Pour revenir au petit blanc dont je disais tout à l'heure qu'il est important de ne pas être complaisant vis-à-vis de lui. Je dis qu'il faut avoir à la fois un discours honnête, sincère, sans complaisance, mais en même temps qui peut être chargé d'amour, c'est pas la question. On peut tout faire, on peut tout tenir en même temps. Et c'est ça, la vraie fraternité humaine, c'est de ne pas se raconter des histoires. Justement, le petit blanc, il doit faire un choix. Qui est son ennemi? Est-ce que c'est Macron d'abord, ou est-ce que ce sont les musulmans? À un moment donné, il faut choisir. Il ne faut pas avoir deux ennemis en même temps. Et surtout, quand nous, on sait qui détériore nos vies réellement. Qui fait ça? Donc, on voit bien à quoi sert le racisme. À brouiller l'identité du responsable. C'est à ça que ça sert. Donc, ce langage-là, il faut l'avoir. Il faut que ce soit clair. Il faut que la prise de conscience, elle ait lieu, mais qu'elle ait lieu en tenant les deux bouts. À savoir qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience, une politisation du racisme, et en même temps faire des offres qui soient désirables. C'est-à-dire faire cette proposition de patriotisme internationaliste, c'est une offre généreuse. Mais justement, dans ce patriotisme internationaliste, quelle est la place de la remigration? C'est quoi la remigration? C'est le fait de redonner les forces vives aux pays qui ont été spoliés et de dire dorénavant, vous avez un pays qui vous appartient et c'est le moment de l'investir. Alors ça, je ne crois pas du tout qu'il faille poser les choses dans ces termes. Et je ne parle pas des pays du Sud, hein. C'est arrivé aussi en Europe, aux pays de l'Est, hein, qui ont été vidés totalement de leur jeunesse, de leurs forces vives, notamment pour l'Allemagne. Et c'est vraiment un processus. Oui, je sais. Alors, prenons le cas plutôt des choses que je connais bien, les pays du Maghreb, dont les forces vives sont inspirées par le Nord. Les médecins, les avocats, les gens qui sont formés par le Sud et qui sont aspirés par le Nord. Bon,
Moi, j'appelle, si ces gens-là viennent ici, je ne dis pas, je dirai jamais, il faut qu'ils remigrent. Jamais de la vie. Je dirais la chose suivante. Je dirais que tant que les conditions de la souveraineté populaire dans les pays du Sud n'existent pas, tant qu'on n'a pas libéré, tant qu'on n'a pas mis fin à l'impérialisme et tant qu'on n'a pas mis fin aux intérêts français, européens, occidentaux dans les pays du Sud, tant que nous vivons, nous, ici, sur le dos des richesses qui sont volées, on va devoir assumer l'immigration. C'est tout, point à la ligne. C'est à nous d'assumer les dégâts de nos systèmes à nous. Ça me désole que l'Algérie, mais vraiment, perde ses cerveaux, puisque c'est elle qui les a formés. Donc, précisément, la seule chose que nous, on puisse répondre, c'est qu'il faut mettre fin à l'impérialisme pour que ces médecins, ils trouvent un intérêt à rester chez eux et à faire vivre et à développer leur pays, ça c'est sûr. Pour cela, il faut une révolution culturelle, comme tu le disais, et Dieu sait qu'il y en a pour longtemps. Ce n'est pas une révolution qui va se faire du jour au lendemain, parce que comme je crois que cette question d'Alexis met le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est que en réalité, ce à quoi il faut qu'on s'attaque, c'est le déni d'enchevêtrement des problématiques. C'est-à-dire qu'on parle d'immigration, on ne parle pas d'énergie, on parle de climat et on ne parle pas de racisme, et alors qu'en réalité, tous ces trucs ont des rapports les uns avec les autres, et on voit bien qu'il y a des mouvements de population qui sont liés à des changements climatiques. On voit bien, comme tu le dis, en réalité, le monde occidental s'est habitué à vivre à Disneyland, et la seule politique en réalité de l'Union européenne, quand tu grattes un peu derrière les discours idéalistes sur lesquels nous avons tous grandi, puisque moi je me rappelle avoir des conversations, mon père était austro-allemand, et je me rappelle d'avoir des conversations avec lui où il me disait, en fait, l'Union européenne, c'est le seul moyen de faire en sorte que l'Allemagne et la France ne se foutent pas sur la gueule et que le reste de l'Europe ne soit pas à la gorge l'un de l'autre, enfin, d'un pays à l'autre, etc. C'est le seul moyen. Et puis, finalement, pour lui, je sais que c'était le projet politique, quelque part, le plus ambitieux, le plus progressiste du monde. Et il y croyait vraiment. Et quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en réalité, l'Europe, c'est comme un de ces villages, tu sais, d'ingénieurs de Total au Niger, où en gros, en fait, le truc tient parce qu'il y a des miradors avec des gens avec des mitrailleuses en haut des tours. À l'intérieur, il y a des pelouses verdoyantes, il y a des piscines, l'ambiance, c'est country club, etc. Et en fait, la seule politique de l'Europe, par exemple, sur les questions de migration, c'est de construire des camps de concentration en Turquie, en Libye, en Syrie, ailleurs. Et donc, on se retrouve dans une sorte de refus total d'affronter la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que nous avons été habitués à des choses complètement indécentes. Et ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que l'Europe se raconte à elle-même et raconte au monde entier depuis des années que le principe le plus fort de tous de la démocratie occidentale, c'est le principe d'égalité, qui est en fait une vaste plaisanterie. Et moi, je trouve que la métaphore, pardon, je fais beaucoup de commentaires et pas toujours des questions, mais je trouve que c'est très parlant. C'est la manière dont l'Occident a traité Greta Thunberg à partir du moment où elle a arrêté de simplement dire le climat, ça ne va pas, et qu'elle a commencé à dire, en fait, le climat, c'est avant tout une question d'inégalité. Parce que la thermodynamique fait que si on ne s'attaque pas aux inégalités mondiales, en fait, on vit dans un monde où 1/10 des êtres humains crée 60%
des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Et donc, en réalité, parler de climat sans parler d'inégalité, c'est juste une insulte à l'intelligence, à la physique, etc. Donc, tout ça pour dire, il y a du taf. Moi, en tout cas, je ne vois pas de projet politique aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, de projet politique à l'échelle de l'Occident tout entier, qui soit capable d'unir les peuples dans toute leur diversité pour transcender cette mascarade qui a maintenant duré 500 ans et qui doit venir à son terme. Voilà, pardon. Encore une fois, pas une question, plus une tirade. Je vous prie de m'excuser, mais ça me brûlait les lèvres. Moi, j'ai peut-être une question, c'est sur la crispation autour de 2027. On voit très bien que le parti unique, Emmanuel Macron, veut absolument assurer la pérennité et donc ne surtout pas perdre le pouvoir. La bourgeoisie s'inquiète quand même parce que on voit que Mélenchon fait un début de campagne assez bon. Et là, ils n'ont plus vraiment d'arguments et ça devient très compliqué. J'ai vu, et peut-être vous l'avez entendu aussi, Arnaud Montebourg, qui donc le PS dans toute sa splendeur, qui a dit que Mélenchon était un fou furieux, qu'il fallait absolument le mettre hors d'état de nuire. Quasiment un appel au meurtre. Est-ce que la bourgeoisie ne risque pas de s'emballer, voyant qu'elle risque de perdre cette fois-ci, ou au moins de se retrouver confrontée à un deuxième tour qui ne serait pas forcément face au RN, ou elle serait simplement effacée du second tour? Comment vous voyez, vous, Ouria Boutelja, cet horizon, et j'utilise le nom du parti d'Édouard Philippe, pour 2027? Est-ce que là, il y a potentiellement quelque chose qui peut changer, ou est-ce que circuler, il n'y a rien à voir, le DSA européen fera son œuvre et cette élection sera sabotée? Alors, nous, on organise un événement qui s'appelle Préparer la victoire et organiser le pessimisme le week-end prochain. Ça fait 1 an qu'on y travaille, précisément parce qu'on craint beaucoup l'année qui vient. C'est précisément parce qu'on a une gauche forte, une gauche de rupture forte, qui a un vrai projet et qui a des chances de l'emporter, qui fait que nous, on pense qu'on a toutes les raisons de craindre un scénario catastrophe. Ouais. Autre. Parce que le challenge est un vrai défi. Moi, je pense que l'Europe, je pense que la Banque mondiale, je pense que le FMI, je pense que la Banque européenne, je pense que les États-Unis, je pense que l'OTAN, je pense que les fascistes, tous autant qu'ils sont, ils n'ont tous aucun... Ils craignent très fortement que la France tombe dans l'escarcelle de la gauche et que ça, toutes ces forces coalisées contre une gauche de rupture, certes relativement importante à l'échelle du pays, de masse, mais pas suffisamment puissante pour contrer les forces du capital, ça fait craindre le pire. Tous les scénarios sont possibles. Alors que ce soit avant ou après, la campagne va être déstabilisée. Il va y avoir d'énormes tensions. Plus l'AFI s'élargira, plus là on le voit, Sandrine Rousseau, le NPA, on voit que la gauche SOSDEM est en train de se fissurer, qu'il y a de plus en plus de gens qui disent il faut soutenir l'AFI. Bon, bref, l'AFI est en train de gagner l'hégémonie à gauche très largement. Plus on va vers un élargissement des forces de gauche, plus le camp d'en face va être enragé. Et la France est un pays, certes secondaire aujourd'hui sur le plan international, mais suffisamment puissant au sein de l'Europe pour tout faire pour ne pas le laisser tomber. Parce qu'il ne faudra surtout pas qu'on devienne un modèle. Surtout pas. Là, on voit par exemple aux États-Unis que Mamdani, non seulement il a pris le pouvoir, mais il applique son programme. Il est en train de devenir un modèle à l'échelle des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, il fait comprendre aux gens qu'il y a des choses qui sont possibles. Jusqu'à quand ça va durer, je ne sais pas, mais on voit bien que le « there is no alternative » de Thatcher, on voit bien que ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas le démontrer.
Gare à celui qui est en capacité de faire la démonstration que c'est possible. Parce que là, il va emporter l'adhésion populaire. Et c'est là où j'y vois, moi, le début vraiment de la déconstruction du pacte racial. Parce que le pacte racial, il faut quand même comprendre que c'est une clé de voûte. Et que tenir sur cette question-là, à la fois sur l'antilibéralisme et l'antiracisme, c'est vraiment la clé du succès. C'est la clé du succès. Parce que unir toutes les classes populaires, c'est ça qui fait qu'on crée une unité, voire un bloc hégémonique. Donc moi, évidemment, je suis vraiment tout à la fois optimiste et pessimiste. Je pense qu'on ne peut pas se permettre le luxe du seul pessimisme, parce que ça veut dire capituler. On ne peut pas se permettre le luxe du seul optimisme, parce que c'est être naïf. Donc on doit marcher sur ces deux jambes, vraiment, vraiment, marcher sur ces deux jambes. Mais surtout, préparer les pires scénarios, se préparer aux pires scénarios, parce que c'est aussi comme ça qu'on se renforce. C'est aussi la lucidité et l'anticipation qui feront qu'on se préparera aux scénarios les pires. Bah, merci beaucoup. Félix, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. On aura l'occasion de toute façon de renouveler cette conversation parce que, comme Ouria vient de le dire, la campagne va sans doute être extrêmement violente et surprenante et sous haute tension. Donc voilà, moi je propose qu'on conclue et qu'on se retrouve pour un prochain épisode. Ouais, non, écoute, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vois, et non pas juste en France, mais à l'échelle de l'Occident tout entier, les institutions européennes, aux États-Unis, il y a vraiment la tentation d'une sorte de doctrine Samson occidentale. Il y a beaucoup de gens en haut de la pyramide humaine aujourd'hui qui se rendent compte que la fête est finie et qui disent, bah en fait, si c'est pas nous en haut, bah après nous le déluge. On va tout raser. Ils sont, et moi, ça m'inquiète en effet énormément. C'est extrêmement inquiétant et surtout, c'est vraiment l'accélération de la fascisation de la vie politique et de ce gouvernement mondial qui ne dit pas son nom et de l'ordre bourgeois, en fait, hein, la coalition bourgeoise qui fera tout. Et d'ailleurs, on voit aussi l'accélération du côté de l'agenda de la guerre contre la Russie, alors que les peuples ne veulent pas de cette guerre. C'est un très bon moyen de les tenir, les 10 peuples, ces guerres. Ça sert à ça. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Ouria. Merci Alexis. Merci Félix, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner au Monde Moderne, à la chaîne de Félix également, The Black Elephant Experience, et suivez bien sûr les actualités d'Ouria Boutelja, et à la prochaine. Merci à tous. Merci. Au revoir.